Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Marc, votre guide dans l'univers tech. Sophie, ravie de te revoir aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Sophie, prête à explorer les actus tech. Aujourd'hui, des sujets brûlants à ne pas manquer. Au programme, le duel des caméras entre DJI et Insta360, l'industrie automobile face à l'immédiateté et l'offensive de l'État contre les plateformes. Cette caméra à double capteur veut tuer Insta360 et elle pourrait y arriver. DJI a confirmé la sortie de son Osmo Pocket 4P le 8 mai, tandis qu'Insta360 prépare son Luna Ultra. Les deux géants se retrouvent pour un duel épique sur le marché des caméras de poche stabilisées. Avec un prix autour de 620 €, DJI ne plaisante pas. La surprise réside dans la concurrence massive qui se dessine pour cet été. Intéressant, Marc. Mais est-ce que ce duel entre DJI et Insta360 va vraiment redéfinir ce marché? En 2018, DJI dominait, mais aujourd'hui, des détails intrigants émergent. Par exemple, Insta360 propose un zoom optique de 6x, ce qui pourrait être un argument de poids face au 3x de la Pocket 4P. Est-ce suffisant pour vraiment inquiéter DJI? Justement, Sophie, la course technologique est captivante. DJI a peaufiné sa formule gagnante avec un second capteur, tandis qu'Insta360 mise sur sa modularité. Le Luna Ultra, présenté au NAB Show, pourrait transformer l'expérience utilisateur avec sa façade détachable. C'est une innovation majeure qui pourrait attirer ceux qui cherchent plus de flexibilité. Historiquement, DJI a toujours eu l'avantage, mais Insta360 semble vouloir bousculer cet équilibre. Ouais, mais quand tu dis que DJI a toujours eu l'avantage, je pense que la différence philosophique entre ces deux marques est cruciale. DJI perfectionne, tandis qu'Insta360 innove. Comparons les prix. Environ 640 € pour DJI, contre 499 à 699 € pour Insta360. Cette fourchette de prix pourrait jouer en faveur d'Insta360, surtout si leur produit convainc par sa versatilité. C'est vrai, Sophie. Mais n'oublions pas les précédents sur ce marché. Prenons l'exemple de Canon. Bien qu'ils aient déposé plusieurs brevets pour des caméras de poche, ils n'ont rien lancé de concret. Cela montre que l'innovation doit être suivie d'une exécution impeccable. De plus, la stratégie de DJI de maintenir une télécommande séparée pourrait freiner certains consommateurs, contrairement à la solution intégrée d'Insta360. Donc tu dis que l'impact immédiat pour le consommateur pourrait se jouer sur la praticité et le coût d'acquisition? Si l'Insta360 Luna Ultra offre plus pour un prix similaire ou inférieur, cela pourrait vraiment changer la donne. Mais qu'en est-il des rumeurs autour des autres marques comme Vivo et Oppo? Ces nouveaux venus pourraient-ils influencer le marché en apportant plus de concurrence? Exactement. Ces rumeurs ajoutent une couche d'incertitude passionnante. D'autant plus que ces nouveaux entrants pourraient profiter des complications de DJI aux États-Unis. Le fait que DJI soit sur la covered list de la FCC complique sa position. Mais aujourd'hui, l'attention se porte sur la capacité d'Insta360 à concrétiser ses promesses marketing. Une chose est sûre, le champ de bataille est prêt à accueillir de nouveaux acteurs. On retiendra ça. La guerre des caméras de poche semble prometteuse, avec des innovations qui pourraient redéfinir les attentes des consommateurs. Et ça nous amène à... L'ère de l'immédiateté est un cauchemar pour l'industrie automobile traditionnelle. Voyons comment ce phénomène affecte d'autres secteurs, notamment celui de l'automobile. L'industrie automobile traditionnelle est mise à mal par l'exigence d'immédiateté des consommateurs. En effet, les délais de livraison opaques et longs frustrent de plus en plus les clients, qui ont souvent l'impression de recevoir un véhicule déjà obsolète à sa livraison. De leur côté, les constructeurs chinois, avec leurs cycles rapides et itératifs, forcent les Européens comme Renault à accélérer leur développement pour ne pas perdre en compétitivité. Ah, ça soulève une question cruciale. Comment les constructeurs européens peuvent-ils rattraper ce retard face à la rapidité asiatique? En fait, même les grandes marques comme Renault sont poussées à réduire leur cycle de développement. Pourtant, est-ce que cette course à l'immédiateté ne risque pas d'altérer la qualité et la fiabilité des véhicules?
Tu fais bien de le souligner. Historiquement, l'industrie automobile s'est toujours appuyée sur des processus de production longs et minutieux. C'est un choc culturel, mais nécessaire. Renault, par exemple, teste déjà un cycle de développement réduit de 5 à 2 ans avec la nouvelle Twingo e-Tech. L'idée est d'adopter une stratégie plus agile, inspirée des constructeurs chinois, pour rester compétitif sur ce marché dynamique. Ouais, mais cette stratégie n'est-elle pas risquée pour la valeur résiduelle des véhicules? Les cycles rapides pourraient effectivement répondre à l'exigence d'immédiateté, mais sacrifier cette valeur pourrait nuire au modèle économique des constructeurs européens. Les consommateurs accepteront-ils de payer le même prix pour des véhicules potentiellement moins durables? Effectivement, c'est un point crucial. Cependant, certains constructeurs occidentaux voient cela comme une opportunité d'innover. En Chine, par exemple, la production a été accélérée pour répondre à la demande immédiate. Adopter des cycles de développement plus courts permettrait aux Européens de mieux suivre le rythme de l'innovation, tout en réduisant les frustrations liées à la livraison. Cela dit, l'équilibre entre vitesse et qualité reste délicat. C'est vrai. Mais comment cette accélération impactera-t-elle concrètement les consommateurs? Si l'on prend un client qui commande une voiture électrique aujourd'hui, combien de temps devra-t-il encore attendre avant que ce modèle soit obsolète? Le risque est grand de voir des voitures déjà dépassées à leur livraison, ce qui pourrait franchement décevoir les acheteurs. C'est un défi majeur. Les premiers clients de modèles Stellantis, équipés de batteries ACC comme la Peugeot i3008, ont déjà ressenti cette frustration. Lors de la commande, leur véhicule semblait avancer. À la livraison, 1 an plus tard, il paraissait déjà dépassé par des modèles plus récents. Les constructeurs travaillent à rendre leur processus plus transparent pour éviter de telles situations à l'avenir. On retiendra que l'industrie automobile doit impérativement revoir ses méthodes pour s'adapter à l'ère de l'immédiateté, tout en préservant la qualité. Bon, ça illustre bien l'importance de l'innovation dans un monde en constante évolution. Marc, parlons maintenant de la nouvelle offensive de l'État contre les produits non conformes vendus par les plateformes étrangères. L'État français intensifie son contrôle sur les produits non conformes importés via des plateformes étrangères. Selon une enquête de la DGCCRF, 75% des 600 produits examinés enfreignent les normes, avec près de la moitié jugés dangereux. Ces contrôles ont visé des géants du e-commerce comme Temu et Shein. Ce phénomène n'est pas isolé, et la popularité de ces sites en France souligne l'ampleur du problème auquel les régulateurs font face actuellement. Sérieux? 75%, c'est énorme! On parle ici de dangers potentiels pour les consommateurs. Mais comment l'État compte-t-il gérer cette masse de produits non conformes? Avec des plateformes comme Temu et Shein, la tâche semble titanesque. La DGCCRF a-t-elle les moyens de faire face à une telle situation, surtout quand on sait que certains produits ont déjà été livrés aux consommateurs? Justement, la DGCCRF a déjà retiré 100 000 produits, y compris après leur livraison. L'étude s'est focalisée sur certains types de produits problématiques, notamment les appareils électriques et les jouets. Par exemple, tous les sèche-cheveux contrôlés étaient non conformes, avec des défauts techniques potentiellement dangereux. Historiquement, les contrôles se concentraient davantage sur les normes de conformité. Mais cette fois, on voit une approche plus agressive et élargie. Eh ben oui, mais est-ce que ça crée pas une sorte de panique inutile? D'accord, les chiffres sont alarmants, mais si les produits sont ciblés, est-ce vraiment représentatif de l'ensemble du marché? Comparé à d'autres pays européens, est-ce que la France ne se montre pas un peu trop stricte, voire protectionniste, dans sa manière de gérer ce problème? Tu touches un point intéressant. Les produits testés ont été choisis de manière ciblée, ce qui peut effectivement gonfler les proportions. Cependant, le gouvernement estime que la tendance est suffisamment inquiétante pour justifier cette offensive. Si on regarde à l'international, des initiatives similaires ont été observées. Par exemple, le Royaume-Uni a récemment renforcé ses contrôles douaniers sur les importations de produits non conformes, notamment via des plateformes numériques. Donc tu dis qu'on n'est pas seul dans cette démarche. Mais concrètement, pour le consommateur français, quel sera l'impact réel de cette nouvelle offensive? Est-ce que ça signifie des retards de livraison, des augmentations de prix,
ou même des produits moins accessibles sur le marché? C'est bien beau de renforcer les contrôles, mais il faut aussi penser aux conséquences sur le marché et les habitudes d'achat des consommateurs. Eh bien, l'impact pourrait être double. D'une part, Big Commerce devrait mieux coordonner les contrôles et accélérer les sanctions. Mais d'autre part, ces mesures pourraient entraîner des coûts supplémentaires pour les plateformes qui pourraient se répercuter sur les prix. Sans oublier que certains colis transitent toujours par des hubs étrangers, comme à Liège, contournant ainsi certains contrôles. Cela reste un défi logistique à résoudre pour assurer l'efficacité des nouvelles mesures. Ouais, une situation complexe en effet. Si on prend du recul sur ces trois sujets, il semble que l'État cherche un équilibre entre protection des consommateurs et maintien de l'accessibilité des produits. Les mesures actuelles montrent une volonté de sécuriser le marché tout en restant compétitif. Mais seule une coordination efficace, tant nationale qu'internationale, pourra réellement faire la différence à long terme. Reste à voir comment cela se traduira concrètement pour le consommateur moyen. Ces sujets montrent bien comment la technologie et la régulation s'entremêlent de plus en plus. Qu'en pensez-vous? Absolument, un débat crucial. N'oubliez pas de vous abonner pour rester informé. Merci et à bientôt.